Amis lecteurs, amis lectrices, bienvenue dans ce nouveau petit format, cette petite tentative de choses et d'autres, comme nous en avons l'habitude sur Trick Track. Nous allons faire une série, j'allais dire, un ensemble d'émissions autour d'une adaptation. Et comme les choses sont bien faites, c'est un univers complètement sans dessus dessous. Ça tombe bien, cette Trick Track télé est sans dessus dessous, puisque celui qui était derrière est devant, c'est Monsieur Germain. Salut Germain. Salut Guillaume. J'aurais dû démarrer avec les pieds en l'air et pas ma tête. Ça aurait été encore plus drôle, mais on n'y a pas pensé. Du coup, forcément, à la réalisation, c'est Fal qu'on retrouve. Merci à lui de nous permettre du coup de faire cette petite adaptation. Adaptation, pourquoi? Parce que Monsieur Germain, ici présent, m'a fait découvrir et est avant tout un fan de tout ce qu'il y a ici devant vos yeux et bien de plus, cette tartine. puisqu'il en cache là-dessous. C'est Terry Pratchett, le Disque Monde. Alors, c'est l'œuvre fleuve, l'œuvre de sa vie, l'œuvre majeure. Il a écrit autre chose? Il a écrit quelques autres trucs, mais il n'a pas écrit grand-chose d'autre. C'est ça, hein. Il doit avoir peut-être 4 ou 5 romans qui sont à côté, dont un d'ailleurs où on retrouve le personnage de la mort, même si ça ne se passe pas du tout dans l'univers du Disque Monde. Donc il se fait des petits crossovers. C'est pas vraiment un spin-off, mais plus ou moins. Alors, le Disque Monde, Terry Pratchett, c'est un ensemble de romans. Combien y en a-t-il? Parce que là, ils y sont tous. Alors, oui, ils y sont tous. Il y en a, alors, on va chez les Anglais, il y en a officiellement 41. J'aime bien le officiellement, parce que Voilà. l'officieusement, c'est quoi alors? Parce que, c'est ça, tiens, on va en parler justement. L'édition française, qui est très bien au niveau de la, Ici. voilà, qui est très très bien au niveau de la, Du de découpage, la traduction. La traduction. La traduction par Patrick Couton, qui est un type qui n'est pas du tout traducteur dans la vraie vie. Il est ingénieur et musicien, je crois. Oui, Et c'est ce que voilà. je me disais. Et c'est juste qu'il avait rencontré Terry Pratchett en lui disant qu'il avait beaucoup aimé ses bouquins et qu'il voulait bien en faire la traduction. Qui est un exercice très compliqué parce qu'il y a énormément de jeux de mots dans Oui, Terry tout à fait. Pratchett. Tout à fait. Et donc il y a beaucoup d'adaptations Même dans les et de prénoms. changements. Oui. Rincevent, Oui, voilà. pour ne parler que de lui. Mes messirs du temps. Weatherwax en anglais. Ouais. Mais la traduction est très très bien faite, les jeux de mots sont vachement retravaillés. Travaillé, ouais. Voilà. Il y a des trucs, je ne sais pas comment ça rend en anglais, mais par exemple, il y a un roman où il y a un duc qui est un crapaud et il y a un personnage qui fait un jeu de mots en disant que c'est un duc à la mare. Ça en anglais, je ne sais pas comment tu sors ça. Il a fait autre chose, mais sur pas forcément la mare, peut-être sur Ouais, l'étang. sur l'étang. Donc oui, c'est très bien traduit, mais pour en revenir à ce qu'on disait, il y a 41 tomes officiellement parce que en français, comme il y a 2 éditeurs, c'est d'abord publié chez La Talente, puis chez Pocket, ils n'arrivent pas à tous se suivre. On parlera de ça juste après, mais Oui, qui est il un est roman bizarre, un peu à lui. part. Voilà, lui, Quand Kikin Fall avec des livres comme ça, je te signale dans la collection. lui se situe là, mais chez Pocket, il n'a pas été publié. Il est que chez D'accord. La Talente, par exemple. Donc chez Pocket, ils ont un trou, ils ont sauté. Donc ce numéro n'existe pas. Il y a aussi le fait qu'au bout d'un moment, il a fait des romans qui, en France, sont sortis comme des romans pour enfants. Mais en Angleterre, c'est les trucs normaux. Ça fait que le dernier, ils ont ils l'ont ressorti dans le numéro officiel chez La Talente, c'est le 41, mais si on suit La Talente, c'est pas le 41, et si on suit Pocket, ce sera pas le 41. Ok, on est dans de la grosse collection, dans un univers. Alors un univers qui a une particularité, on va démarrer par le début, ça tombe bien, là on va le faire les choses dans l'ordre. Terry Pratchett, au moment où sort la 8e couleur, alors pas en français, mais l'édition originale, Ouais, on est en quelle année? 80. Alors je prends mes notes parce que moi, les dates, il a pris des notes. ça sort en 83 et le tout dernier date de 2015. 83 à 2015 pour la collection complète des plus de 40 numéros. Et il ne dit pas encore de ses romans à l'époque. Ah bon? Ah oui, non, maintenant c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon. Là, En fait, il a fait 2-3 romans, il vivote en écrivant des nouvelles, des articles dans des magazines, etc. Et puis il sort ça parce que ça l'amuse, en espérant qu'il va quand même faire un truc qui marche. Ouais. Et ça marche vachement bien parce que… Et ça marche de plus en plus, parce qu'on retrouve du coup le Disque Monde et son célèbre, la célèbre illustration, on va en reparler, de la tortue Atuin. Tu dis Atuin ou Atuine, toi? Parce qu'on ne sait pas trop si elle est femelle ou masculine. Oui, c'est vrai que c'est… on sait pas. Ce serait une femelle. La tortue avec les 4 gigantesques éléphants et le monde qui est un disque avec un trou au milieu. Pas un trou, une énorme pyramide. Pas une pyramide, cascade aussi. Une montagne, oui, en plein centre. En Qui s'appelle plein Cory Celesti, qui est là où les dieux habitent.
Et là où il joue avec le destin des gens. Est-ce que c'est lui qui invente la fantaisie burlesque, puisque c'est de la fantaisie? Ça part au départ sur un univers plutôt médiéval, fantastique, avec de la magie, mais alors complètement déjanté, d'où l'adjectif burlesque. Est-ce que c'est lui qui l'invente? Alors, qu'il l'invente, je ne sais pas. Par contre, effectivement, il a un univers qui est très unique, qui, dès la base, il dit qu'il va prendre il prend tous les poncifs de la fantasy et surtout, il s'inspire de Tolkien. Ouais. Et son idée, c'est de prendre les grands concepts tolkieniens et de tous les parodier. Et les tordre. Voilà, et les tordre. Et il va insérer quelque chose, alors je ne sais pas si c'est volontaire au début, en tout cas ça va se ressentir de plus en plus, qui est une idée de la science et une idée du progrès et des avantages sociaux et progrès qui se voient plus dans la société victorienne. Ça fait que ce qui démarre comme un univers fantaisiste va se faire gangréner, dévorer par un univers steampunk. Et plus ça avance, et plus on passe dans le steampunk, plus on va voir cette société un peu mi-renaissance, mi-médiévale commencer à tordre vers quelque chose qui est très victorien. Et ça se voit autant dans les illustrations que dans les inventions technologiques qui vont être dedans. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans le cœur de Pratchett et principalement du Disque Monde. Alors, on en parlera plus après, mais c'est vraiment cette espèce de notion de progrès. Et chaque roman fait évoluer la société, mais aussi pose une question de à quelle vitesse on doit progresser, avec quoi. Est-ce que c'est toujours bien? Voilà, est-ce que c'est toujours bien? Est-ce qu'il faut imposer le progrès ou est-ce qu'il faut le laisser faire en douceur? Est-ce qu'on peut l'arrêter ou pas? Est-ce qu'on doit l'arrêter ou pas? Alors c'est rigolo parce que du coup Tolkien a une vision assez manichéenne, je sais pas, en tout cas le progrès dans ce qu'il amène comme dévastation à la comté à la fin du roman semblerait, par ceux qui le connaissent bien, dire qu'il était peut-être plutôt anti-progrès. Pratchett, lui, s'interroge plus, il est plus ouvert. Il s'interroge et il tranche pas, en fait. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que roman par roman, on sent qu'il fait vraiment du cas par cas. Il y a par exemple, alors si je le trouve, là, il va nous les faire par cœur en disant bon, c'était peut-être celui-là. Voilà, tu as Le Faucheur. Bon, alors je te spoil un peu parce que tu l'as pas lu. J'y suis pas encore, mais c'est pas grave, vas-y. Alors, la mort est forcé de prendre sa retraite. Et comme il sait pas quoi faire de sa vie et qu'on lui l'offre. Personnage masculin. Voilà, la mort est un homme. Oui, c'est vrai. La mort est un homme en français. Et comme il est à la retraite et qu'il sait pas trop quoi faire et qu'on lui offre un temps de vie, vu qu'il a une faux et que c'est la métaphore de faucher, il décide de devenir paysan. D'accord. Et alors, tu as une double métaphore qui est, parallèlement à ça, il faut une nouvelle mort et on va inventer une mort beaucoup plus péchue et très, très droite, alors que lui, malgré tout, est un sentimental à force de côtoyer les humains. Il a développé alors, c'est tout aussi l'intérêt du monde, c'est que toutes les personnifications anthropomorphiques de concepts deviennent réelles. C'est ce qui s'appelle le narrativium dans Pratchett, et c'est le fait qu'ils sont guidés par une molécule, une composante de l'univers qui fait que si tu inventes une histoire, elle va se passer. Et ce narrativium, c'est propre à Pratchett? C'est propre à Pratchett, oui. Ça, c'est son espèce de traduction de ce qui pourrait être le destin et qui... À partir du moment où c'est pensé, ça existe. C'est ça, à partir du moment où c'est pensé, ça existe et les choses doivent arriver malgré tout. Et alors elles arriveront d'une façon ou d'une autre, mais elles doivent arriver. Et bref, donc pour mettre d'un côté le fait que la mort est en train d'être remplacée par une mort qui est beaucoup moins, entre guillemets, gentille que lui, même si lui, les gens sont morts, il faut les tuer. Malgré tout, lui fait justement du cas par cas, voit les gens, leur discute, les aide à franchir le pas. Et donc pour traduire ça, lui-même dans son travail qui prend les épis de blé un par un, à côté il de est ça, pas bon, hein. voilà. Il va falloir moderniser. Et à côté de ça, tu as quelqu'un qui va inventer la moissonneuse batteuse qui va tout faire péter et ça marche très très mal la moissonneuse batteuse. Et parce que c'est un personnage qui va tenter de l'imposer aussi, alors que c'est pas l'heure en fait. C'est pas le moment. Voilà. Et là par exemple, ça justement questionne beaucoup et dit que là le progrès doit arriver en son heure tranquillement et que là, vu qu'on le force, ça ne marche pas. D'accord. À l'inverse, sur la fin, il y a un personnage qui va inventer le chemin de fer. D'ailleurs, en relisant récemment, je me suis rendu compte que c'est le fils du personnage qui invente la moissonneuse batteuse. Excellent. que tu ne revois jamais dans les romans. Ils sont là et là, c'est tout. Mais là, le progrès va être plus imposé, mais comme on dit que c'est l'heure du chemin de fer, ça excite tout le monde et tout le monde se lance dedans et il en tire que des bienfaits. Et c'est même le contraire, c'est les gens qui cherchent à le détruire, qui n'ont pas la bonne vision des choses et qui sont archaïques. D'accord. Il faut préciser qu'effectivement, la façon dont il a organisé tout cet univers, on passe dans chaque roman sur
un personnage, en tout cas, ou une histoire, même si il y a ceux qui traversent un petit peu l'histoire du Disque Monde. Quand on ne les retrouve pas parce que le temps passe, ce sont les descendants qu'on va retrouver. Voilà. Ou en tout cas, le lien est fait. Donc, Ou les remplaçants, il y a une notion de filiation aussi qui va avec cette notion de progrès et d'évolution qu'il y a dedans. Il y a les romans commencent, alors bon, à peu de choses près, un roman c'est un personnage. Qui en général ne suivent pas, à part ces deux-là qui sont vraiment, c'est une seule histoire en 2 tomes en quelque sorte. C'était le début. Voilà. Après il s'est dit que c'était compliqué. Oui, il s'est dit que c'était chiant, qu'il valait mieux faire un seul gros d'un coup plutôt que de petits. Où donc on démarre avec un mage qui s'appelle Rincevent. Enfin, un mage, voilà. un peu raté quoi. Un mage raté qui s'appelle Rincevent, ils sont tous un peu ratés de toute façon. Et qui va au fur et à mesure apparaître de temps en temps. Et puis arrivé à un moment, Rincevent va commencer à devenir un personnage secondaire d'autres histoires. Puis d'abord des mages, donc on garde quand même l'aspect magie, puis un personnage totalement secondaire d'autres histoires en fait. Il apparaît un coup de temps en temps et c'est rigolo. Il y a un autre personnage très important qui apparaît dans le tome 3 qui est… la mort, c'est ça, la mort elle est là tout le temps, ça va, elle bouge pas trop. Il y a… là, t'es sûr? Bon. Je te dérange ta collection. D'accord. Il y a Mémé Cire du Temps, qui est un personnage d'une sorcière, qui est là plus dans quelque chose qui est la guérison, la campagne, les plantes. Ça, voilà. Il y a visiblement un truc aussi sur le, enfin je dirais pas le féminisme, hein, on n'en est pas là, mais en tout cas la position entre magicien, mage interdit aux femmes, elle s'occupe de sorcellerie, c'est gentillet, les plantes et tout. Il y a aussi un petit côté particulier dans Terry Pratchett là-dessus. Oui, et aussi sur zut, j'allais dire un truc et puis ça vient de m'échapper. Mais oui, il faut dire sorcière. Ça. Ouais, on parlait de Cire du Temps. C'est un autre personnage qu'on retrouvera. Oui, on la retrouve et il y a un moment où pareil, il va commencer à intégrer un personnage qui va être la jeune génération qui va remplacer les sorcières et Mémé Cire du Temps va devenir un personnage secondaire. Mais tu parlais de l'égalité homme-femme. Il y a aussi, un truc qui est très intéressant, c'est la différence entre la ville et la campagne. Alors ça se ressent pas trop au début, mais quand ça avance, il met vraiment ça, en mettant toujours que la campagne c'est à la fois préservé, mais en même temps tu as plein de mentalités archaïques qui veulent pas que ça bouge. Et où la ville, ça veut toujours bouger, mais c'est le contraire, il y a des personnes dedans qui veulent que ça bouge pour bouger sans vraiment d'intérêt, parce que c'est le spectacle de la rue, de la ville, où presque tout se passe qui est en campagne, nous, hein, faut que ça bouge. Et où les personnages, dès qu'il se passe un truc dans la ville, que ce soit on égorge des gens ou on fait quelque chose, les gens sortent et sont contents. Il y a de l'activité. La ville d'Ankh-Morpork. Et d'ailleurs, Ankh-Morpork, c'est excellent pour la transition. Ankh-Morpork, 1, 2, 3, forcément c'est dur à dire. Il est chiant, Pratchett. Ankh-Morpork est une de ces villes presque institutionnalisées du Disque Monde. C'est celle qu'on connaît le mieux. On en reparlera aussi. La cité-État d'où tout part. Et puis où tout finit. Où tout finit aussi. C'est une cité qui est décrite de telle façon que c'est son odeur particulière. Je trouve qu'il joue beaucoup Terry Pratchett sur tous les sens. En tout cas pour Ankh-Morpork, qu'on voit d'ailleurs, c'est pas son odeur. Ça c'est Terry Pratchett. C'est lui. Mais Ankh-Morpork a ça, une odeur tellement particulière qu'on ne peut pas l'oublier une fois qu'on l'a senti. Et qui est entouré de champs de choux qui puent aussi. Oui, c'est sur des lieux à la ronde. C'est ça, c'est pour combler, pour être sûr que l'odeur ne parte pas plus loin que les champs de choux. Il n'empêche que du coup, cette cité se trouve presque être un personnage à part entière, parce que elle vit, elle se transforme, et puis c'est une de celles qu'on connaît le plus dans tout le Disque Monde. Oui, on va dire 2/3 des histoires, en tout cas, se passent en Ankh-Morpork ou se passent au moins de moitié en Ankh-Morpork, où Ankh-Morpork a une importance. Alors, c'est une parodie de plusieurs villes à la fois, on va dire dans sa stature, dans le fait qu'elle pue, etc. C'est une parodie à la fois de Londres et de Paris, pour le rayonnement culturel de l'époque, qui colle avec l'époque victorienne. Pour le fait que c'est des villes sales. Il est où ce Ankh-Morpork? Vas-y, je t'en prie, continue, moi je cherche. Au fur et à mesure, tu y trouves aussi une parodie de New York. Au bout d'un moment, on va appeler ça la grosse pomme, Ankh-Morpork. Avec cette idée que c'est là où se passent les innovations technologiques. Et puis, comme c'est une cité-État, ça parodie aussi Athènes, avec cette idée que c'est une ville et un État à la fois, et qui cherche à rayonner et avoir un impact sur toutes les villes. Et ça tient au fait que le patricien, donc la personne qui gère Ankh-Morpork, on va le dire comme ça, qui n'est pas élu, mais
qui fait de la démocratie dans le sens où tout le monde a le droit d'avoir un avis et tu es libre de ne pas être d'accord avec le patricien, mais dans ce cas, tu es libre de choisir la mort. Donc tu as le choix. Tu peux, mais c'est toi qui prends. Tu peux, mais c'est toi qui prends. Mais malgré que ce soit un personnage un peu particulier, Vetterini, où il te laisse un choix toujours très particulier et qu'il te laisse le choix, malgré tout, il fait tout pour que sa ville tienne et qu'elle se développe et qu'il y ait le moins de problèmes possibles. Et que les problèmes se règlent au fur et à mesure. Alors, on vient de quand même débroussailler un bon bout, Oui. un bon côté de cet univers, Terry Pratchett et son disque monde. Ici, on a quand même un grand bouquin un tout petit peu particulier parce qu'il est chaudement illustré. Je n'avais jamais entendu parler de tout ça une fois mort. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse qui pourrait arriver. Alors, il ne faut dire pas plus pour se croire. Ah non, on ne spoilera pas. Et donc c'est un livre, hein. C'est un livre à part entière. Oui, ça c'est un tome à part entière qui est illustré. Alors, je vais parler des illustrateurs après, mais parce qu'il y en a. Il y en a un autre qui était illustré, qui est celui-ci, qui est sorti en version non illustrée, qui est le cas là. Mais celui-là, ils n'ont pas voulu. Genre, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est les choix des éditeurs. Mais celui-là existe en gros comme ça aussi, avec des illustrations tout du long. D'accord. Et en format microscopique. Par le même illustrateur, Paul Kirby? Alors, celui-là, j'avoue que je ne saurais pas dire. Je pense que c'est le premier illustrateur. Alors, c'est pareil, il faut que je cherche les noms. Premier illustrateur, en tout cas sur les bouquins qu'on a, avec vraiment une... je vais zoomer dessus parce qu'on a vraiment, hop, je vais y arriver, oui, ça une colle tonalité particulière aussi à, voilà. Ça colle avec le côté fantaisiste, burlesque, vraiment parodique pour le coup des premiers tomes. Même dans les couleurs, les traits, les visages ont des fois des couleurs complètement abracadabrantes, une peau marronasse, blanchâtre complètement. En même temps, on retrouve des effets fantastique, hein, l'épée, le bikini pour les filles, les grosses épées. L'illustration complète. Oui, ça se continue. Ça continue, voilà, quand on l'apprend au complet. Avec, alors par contre, c'est très bien hein, pour les amateurs de jeux de rôle &co, et on en reparlera aussi. On a tout plein de petits détails et de petites illustrations qu'on peut choper comme ça sur l'univers. Donc ça, c'est le premier illustrateur. Voilà, qui s'appelle Josh Kirby. D'accord. Et qui donc avait un trait très tordu comme ça, qui va bien avec le côté très exagéré des premiers tomes. Chargé même un petit peu. Et les premiers tomes sont très chargés. Alors au fur et à mesure, c'est ça qui est drôle aussi, on voit l'évolution de l'écriture de Pratchett. Au début, c'est vraiment écrit comme du gros bordel. Au fur et à mesure... Je suis content que tu le dises. Voilà, il continue d'écrire bordéliquement, mais plus ça va, plus ça devient un bordel organisé et où au final, tous les éléments qui sont complètement épars se rejoignent sur un même point. Ouais. Bon, on est dans de la fantaisie, donc c'est normal, les femmes ont une poitrine généreuse, ça doit faire partie des poncifs du genre. Voilà, hein. mais c'est l'idée aussi, ils vont à fond dans la parodie, donc visuellement ça colle. Alors que le barbare, lui, enfin celui-là c'est un barbare apprenti, il est ridiculement petit. Il y a aussi, c'est drôle, les visuels de Rincevent. Là, Rincevent est très vieux, après il va plus ressembler à une espèce de trentenaire perdu. D'accord. Voilà. Donc du coup, on n'est pas tout à fait sûr de son âge. Voilà, on ne sait pas trop. Mais donc, les âges et même les périodes sont très floues. D'accord. On ne sait jamais comment le temps s'écoule véritablement. Le premier illustrateur. Ensuite, quel autre illustrateur a-t-on mettre en avant? C'est là qu'on le verra le mieux. Ah ben oui, d'accord. Mais on le verra bien aussi. Enfin, il illustre les derniers tomes. Si tu veux en shipper 2-3, il a des très jolies illustrations. Il a un très beau coup de crayon. Il a Ah oui, à la fin de ça, tu vois, c'est très steampunk. Hein. Là, ça, donc, c'est Paul Kidsby. Donc, il y a Josh Kirby, puis Paul Kidsby. D'accord. Et donc, ça, c'est Kidsby qui a repris le flambeau des illustrations à partir du tome approximativement 30. Alors, je ne l'ai pas dans la version d'origine, mais qui est celui-là, Le Régiment Monstrueux. Et voilà. Et à partir de là, qui est un trait beaucoup plus léché, oui, je ne saurais pas comment dire, moi je le trouve très beau, très beau. J'aime vraiment ce genre de dessin. Mais c'est génial, pourquoi ils n'ont pas fait presque toutes, parce que ça, on est dans de l'espèce de roman graphique, c'est super bien accompagné. Alors ça c'est pareil, tiens, j'en profite. C'est un trait très léché, il colle très bien aussi avec le côté technique, il arrive très bien à dessiner les machines, il leur donne vraiment un corps et quelque chose de très poli. Ça, c'est le coffre de Rincevent. Empoirier savant. Un autre personnage, il a au moins une centaine de pieds pour voyager. Oui. Indestructible, c'est un coffre sans fond. Bref, il retrouve quoi qu'il arrive son maître, même s'il est perdu dans le temps et l'espace. Ça c'est Rincevent.
Ça se vend avec, dans l'espace, on voit des éléphants derrière. Alors chaque éléphant a un nom, mais je ne les retiens pas là. Le bibliothécaire. Alors du coup, un univers autant développé que cela. On a vu 2 illustrateurs, il y en a encore un 3e qui s'y colle. Alors oui, qui est pour les éditions françaises, qui s'appelle Marc Simonetti. Alors il illustre beaucoup d'Heroic Fantasy, et notamment chez Pocket, il fait beaucoup de choses. Alors il ne fait pas que le Disque Monde. Je crois dire sans me tromper que c'est lui qui illustre les Game of Thrones aussi. Et il fait beaucoup de choses chez Pocket dès que ça touche la fantasy ou la science-fiction. Oui, c'est pas le seul, mais bon, il est assez connu des gens qui lisent ce genre d'univers. D'accord. Donc ça, ce sont les 3 illustrateurs principaux. On va aller un tout petit peu plus loin maintenant pour dégrossir cet univers dans cette première partie, puisque cette petite dissection va être retravaillée sur plusieurs parties. Il a forcément, j'ai envie de dire, mais alors tu vas me dire oui ou non, été adapté. Enfin, je veux dire, on peut en faire une série. Le Trône de Fer a eu la sienne, le Disque Monde va bien l'avoir. Elle existe. Alors, en série, c'est pas impossible. En fait, Terry Pratchett est décédé en 2015. Ah d'accord, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. Son dernier tome est posthume d'ailleurs. Il était quasiment, enfin pour lui, il était fini. Il voulait améliorer un truc. Bon, il n'a pas eu le temps et c'est sorti quand même. Il avait 3 ou 4 tomes qui étaient en préparation avec des notes, même plus ou moins écrits. Elles sortiront certainement. Alors, je crois pas trop parce que donc à la fin, il coécrivait pas avec sa fille, mais sa fille il l'aidait à écrire parce qu'il avait un Alzheimer qui avançait au fur et à mesure. Il avait parti dans le Disque Monde. Oui, et d'ailleurs entre autres, il militait pour alors je sais plus comment ça s'appelle, mais la mort médicalement assistée, le décès médical, c'est un nom. Je vais pas retrouver l'interruption de la vie. Voilà, interruption. Voilà, bref. Interruption volontaire de vie. L'IVV. Mais il militait pour ça parce qu'il voulait pas se sentir partir et qu'il avait dit que tant qu'il peut écrire, il écrit, et s'il se sent que sa maladie le rattrape, il part. Bon, puis au final, sa maladie, c'est juste l'âge qui l'a rattrapé. Il est décédé de sa belle mort, donc il était plutôt content. Et il a décidé qu'on ne touchait plus à son univers. Alors, c'est pas tout à fait lui. C'est à la fin, avec sa fille, qu'il aidait beaucoup à écrire, à rassembler ses notes parce que il a une écriture bordélique, donc c'est écrit bordélique aussi. Sa fille a dit non, je ne veux pas qu'on retouche ces romans parce qu'ils sont pas terminés. Je pense pas qu'il aimerait qu'on mette le nez dedans parce que c'est pas fini. Donc je bloque tout, vous n'y toucherez jamais. Et plus personne ne fait rien sur le Disque Monde sans passer par moi. En même temps, sa fille aime beaucoup le Disque Monde, donc je pense que c'est bien, ça le protège. J'espère que ça posera pas trop de problèmes non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Elle a développé une boîte de production cinématographique. On est jamais aussi bien servi par soi-même. Voilà. Donc du coup, elle va faire quelque chose avec. Alors, on ne sait pas ce qu'elle va faire exactement. Apparemment, il y a une adaptation des romans d'un des personnages qui apparaît sur la fin, qui est celle qui va suivre à mes messieurs du temps, qui s'appelle Tiphaine Patraque en français. On ne sait pas comment ça va être adapté, mais tiens, Tiphaine qu'on voyait là, qui d'ailleurs finit le Disque Monde. C'est le dernier tome, c'est un Tiphaine Patraque. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est très drôle, il pensait pas du tout que ce serait son dernier, mais à un moment il se passe un événement et tu as une espèce de suite de scènes où tu as pratiquement tous les personnages du roman qui réagissent. Hop, voilà, et ça fait... Alors c'est très drôle parce que c'était pas prévu pour être le dernier, en même temps ils font tous un clin d'œil. Le final applause, tout le monde passe, on applaudit, la petite révérence et on tire la fin. Donc du coup, il n'y a pas de film pour l'instant. Alors, il y a des téléfilms, donc on va en parler. Il y a eu 3 téléfilms qui sont plus ou moins bien, qui sont tous en anglais, sont parus sur Sci-Fi à chaque fois, qui sont sortis en DVD derrière. Et alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a comme projet. Elle a des projets avec, on n'en sait pas plus. Il y a un roman à part qui s'appelle The Good Omens, qui se passe dans notre monde. Donc, ce n'est pas un roman du Disque Monde, qui raconte l'apocalypse est en train d'arriver. Heureux présage en français, c'est pas de bon présage. De bon présage. Excellentissime et très drôle aussi, avec la réincarnation de l'Antichrist qui est perdu et des gens le cherchent. C'est trop bon. Et Terry Gilliam, l'ancien Monty Python qu'on connaît pour des films, pour le Splendide Brésil et pour des tas d'autres choses. Il a envie. Il a acheté les droits il y a déjà quelques années de Good Omens. Alors on ne sait pas trop où ça en est non plus, mais voilà, on sait qu'il a les droits. Voilà. Ça pourrait être dans les tiroirs. Mais donc pour parler des films, là je reprends mes notes car... Vas-y, je t'en prie. Alors, le premier qui est sorti s'appelle Conte de Noël du Disque Monde.
Ok. Mais c'est tiré de quelque chose ou c'est fait Alors, à part dans l'univers? on en a des images, on en a quelques images. C'est tiré d'un des romans qui s'appelle pas du tout comme ça en plus. Du Pas coup, un ça conte de fait que Noël. là, je vais pas le retrouver. Mais non, on a tout changé. Euh, Laisse tomber. Tu vas tout casser. Je Non, l'ai ça en va tomber petit. sur la table. Mais non, mais je vais le trouver. Procrastination, vérité, cinquième Tu vas tous les éléphant, faire. Carpe jugulum. Je vais te le trouver. Mais donc là, donc oui, c'est Père Porcher. Qui reprend en fait le Père Noël, qui est le Père Porcher dans l'univers du Disque Monde, a Ouais. disparu. Et la mort décide de le remplacer parce qu'il faut bien qu'il y ait une personnification anthropomorphique qui s'y colle. Et comme pendant ce temps, personne ne s'occupe des décès qui se passent quand même, c'est la petite fille de la mort qui se retrouve chargée. De faire mourir. Voilà. Et donc ça, c'est la première adaptation. Donc c'est la première adaptation. Donc on a quelques illustrations, je ne sais pas si Fall va les passer. Mais tu vas voir, regarde. Elles sont, Clac. voilà. Hockfather. Ah oui, en plus c'est Hockfather en anglais. Donc oui, les contes de Noël, c'est juste un très mauvais titre français qui bon, voilà. Voilà, tiens, donc on voit excellent. la mort et l'assistant de la mort Ouais. déguisé en Père Noël, Et du coup, qui est un gros délire. La petite fille de la mort, qui est plutôt bien rendue, et l'univers est assez bien rendu là-dedans. Alors il s'appelle et ça c'est Monsieur le Redouté, mais il faut l'heure du thé, mais il faut prononcer le Redouté, D'accord. qui est chargé de tuer le Père Noël et qui du coup, dans sa lancée, va décider de tuer toutes les créatures, dont la mort, la petite fée des dents, etc. Voilà. Et donc Il c'est est le fou, gros lui. bordel parce que tout ce qui est magique et tout ce qui est fantastique, on va dire, dans l'univers commence à disparaître et donc ça commence à se péter la gueule de partout. D'accord. Bon, donc ça c'est la première. Il y en a eu d'autres. Voilà, alors suite à ça, donc ça c'était en 2006. En 2008, ils en sortent un autre que j'ai là, voilà, qui est Discworld, qui là adapte les 2 premiers tomes. Ok, donc la Voilà. quête. Voilà. Oh, dis donc, il y a qu'on voit- Sam. Oui, Il y a Sam. C'était en 2008. alors dedans, il y a Tim Curry qui joue Veterini. Tim Curry qui est connu notamment pour son rôle dans Rocky Horror Picture Show, qui Ok. joue le savant fou, qui est un artiste qu'on voit rarement mais qui est assez génial. Tu as donc Rincevent qui est mis en vieux, là, qui apparaît plus tard en jeune. Donc ça c'est toujours Rincevent, on ne sait pas s'il est jeune, s'il est vieux. Il y a Jeremy Irons. Voilà. Christopher Et tu as- Lee. Eh Oui, ben, dis il y a donc, de ils très bons s'embêtent pas, acteurs. les Et mecs. Christopher Lee joue la mort. Et ça, c'est très beau aussi. C'est très très bien. Impeccable. Alors, Donc là, celui-là- 1 et 2. Voilà, 1 et 2. français. Celui-là, Yes. je le réserverai pour des gens qui sont fans de l'univers Ah bon parce que il est drôle et que ça fait très plaisir de voir tous les délires qu'on peut croiser Ouais. dans l'univers du Disque Monde. Mais il n'est pas... pas si bien écrit, ça dépend. En tout cas, il n'est pas très bien réalisé, je le trouve très mou. Et bon, pour quelqu'un qui connaîtrait pas l'univers, déjà, il serait. Oui. Puis c'est des moyens téléfilms, donc c'est pas pour les effets spéciaux des moyens incroyables non plus. D'accord. Donc déjà, bon, ça peut refroidir. Et il fait pas honneur à l'univers quand on le connaît pas, parce que voilà, le rythme de montage est très mou. Donc c'est quand même pour Donc fans. c'est dommage. C'est Celui-là quand même est plus pour fans, pour fans. pour ceux qui ont Voilà. le plaisir de voir en image Alors ce qu'ils ont imaginé. Alors que Hockfather est plus si vous êtes rebuté par la lecture mais que vous voulez découvrir, je vous conseille plutôt Hockfather, donc celui qu'on a vu. Ouais. Et je vous conseille celui qui est sorti en 2010, Ah qui oui, donc c'est quand même récent. hein, Voilà. C'est quand même très récent. qui s'appelle Timbré et qui lui est vraiment vraiment bien. Donc c'est pareil, on a quelques images. Timbré qui est l'un des premiers tomes avec un personnage très récent inventé par Pratchett et elle a inventé sur la fin qui s'appelle Moite von Lipwig. D'accord. C'est ce qu'on voit là. Voilà, oui. Ouais. Alors ça c'était encore donc Discworld. Ouais. On voit Cohen le barbare derrière qui est une parodie de barbare. Ça c'est donc Christopher Lee. Il y a Rincevent, dis donc. Voilà. Et donc Going Postal qui est en anglais, qui est donc timbré en français, où Ouais. il y a pas mal de monde aussi. On retrouve donc Tim Curry qui fait le méchant, avec le personnage principal qui est Moite von Lipwig, qui est un personnage assez génial. Lui c'est un gros arnaqueur, un truand, et qui a été pris par le GAY, qui est la police d'Ankh-Morpork. Il Ouais. va être Le tué. GUET. Voilà, oui, Ouais, GUET. pardon. On le voit être pendu. Ah là, tiens, d'ailleurs, on voit le GAY avec les deux Ouais. des personnages qu'on voit souvent dans le GAY. Anga, qui est une louve-garou, et le colon qui est toujours là. On voit que tu connais. Hein. Ouais. Ouais, t'aimes ça. Hein. Et là, c'est Adorable Sherker, un super personnage qui est dans Timbré, qui est très bien interprété en plus. Et l'univers, d'ailleurs, comme on voit sur le plan, avec cette espèce d'esthétique de plan centré, colle bien avec un truc un peu tordu, un peu jeunet, tu vois, dans la réalisation.
Et Mais donc alors, c'est oui. la troisième. C'est la troisième. Et moi, devant le Lipougue, il y a un très bon personnage. L'intrigue est très intéressante et il est bien filmé. Celui-là vaut vraiment le coup. Il se trouve en DVD, en français, en anglais. Donc Même voilà. quand, Donc, pour le c'est coup, des on quoi veut comme ça. découvrir un petit peu l'univers barré du Disque Monde. Oui. Celui-ci en film. Ouais. Peut Passe se faire. très bien. Celui-ci et donc l'autre, les contes de Noël, est très très bon D'accord. pour, si on est un peu allergique à toute cette lecture. Ça marche. Alors, on vient de faire cette petite introduction autour du Disque Monde de Terry Pratchett, un univers à part entière, et on vient de le voir avec Germain, Je vérifie que qui j'ai rien commence oublié. à être adapté à l'écran. Donc, Voilà. ça veut bien dire que les choses ont avancé Et dans il va y en avoir, c'est y juste en aura que d'autres. bon, Lynn communique très peu, Lynn Pratchett communique très peu. De temps en temps, elle dit une info du genre ça avance, il va y avoir un truc. Ouais, super, merci. Voilà. On Et dirait bah- son père, dis donc. On C'est dirait ça. l'écriture, on dirait les romans de son père. Ce qui n'en reste pas moins vrai pour Trick Track, c'est que l'univers de Terry Pratchett a forcément inspiré et les auteurs de jeux de société et oui. bien évidemment les auteurs de jeux de rôle. Quand on parle d'aventure, ça parle forcément. Et donc du coup, en c'est du continuant d'explorer le Disque Monde de Terry Pratchett, on va parler un petit peu de géographie, de son univers clairement fouillé, Voilà. malgré tout. Il y a même Et des après, guides. on parlera histoire. Et après, on parlera histoire et jeux de société. En attendant, merci à vous de nous avoir rejoints. Merci Germain de nous avoir apporté la de somme rien. de tes connaissances Oui, sur le c'est- Disque Monde. Et puis la somme, c'est un peu lourd à porter. Oui, c'est ça. Hein, il te faut au moins un Ouais, coffre on aurait vivant. pu passer les illustrations des couvertures parce qu'elles sont quand même assez épatantes. Non, je T'en ne ferai veux pas les deux, 42. trois. Non, Germain. Mais Non, je ne ferai pas les 42. Les gens le découvriront. tiens, ça Moi, c'est je vais bien. regarder la caméra droit dans les yeux et puis on va lui dire, en attendant, et on retrouvera Monsieur Falala aux commandes, Ok, pour bien. l'épisode numéro 2 et peut-être l'épisode numéro 3, si ça vous plaît. Merci d'avoir été avec nous et maintenant, à vous de lire. Alors limite, on va pousser tout ça parce qu'on